Les changements d'état. Tu l'as appris il y a longtemps maintenant, la matière existe principalement sous 3 états, solide, liquide ou gazeux. On va pas se prendre la tête ici avec les plasmas pour l'instant. Tu te rappelles peut-être des noms de ces changements d'état. Si un corps passe de l'état solide à liquide, on appelle ça la fusion. De liquide à gazeux, c'est la vaporisation. Et à l'inverse, du gaz à liquide, on appelle ça la liquéfaction ou condensation liquide. Et de liquide à solide, ça s'appelle la solidification. Et puis, on peut aussi, dans certaines conditions, court-circuiter les changements d'état en passant de solide à gazeux, ça s'appelle la sublimation, ou de gazeux à solide, c'est la condensation solide. Tu te rappelles peut-être de toutes ces notions, et c'est très bien, mais aujourd'hui je voudrais réfléchir un peu plus avec toi aux processus qui ont lieu. Tu te rappelles peut-être aussi que cet état dans lequel se trouve un corps va dépendre de 2 facteurs, la température et la pression. Et ces 2 informations sont nécessaires à prendre en compte. Tu t'en rends peut-être peu compte dans ton quotidien, mais des variations de pression peuvent provoquer des changements d'état, même sans variation de température. On peut par exemple faire bouillir de l'eau à 20 degrés Celsius. Si on place par exemple de l'eau liquide dans une seringue et qu'on tire sur le piston de cette seringue pour faire baisser drastiquement la pression, il arrive un point où l'eau se met à bouillir. Elle est toujours bien à température ambiante, c'est juste qu'elle passe aussi à l'état gazeux. Pareil, au sommet du mont Everest, l'eau bout à 70 degrés. Donc, pour cuire tes pâtes au sommet de la montagne, ça va prendre plus de temps parce que tu seras obligé de les plonger dans une eau moins chaude que 100 degrés. Et idem, ta seringue avec de l'eau bouillante à 20 degrés, elle va pas bien cuire des spaghettis, quoi. Ce raisonnement fonctionne aussi dans l'autre sens. On peut maintenir de l'eau à 300 degrés Celsius à un état liquide, si la pression environnante est suffisamment forte. Et c'est d'ailleurs ce qu'on a dans le cœur d'un réacteur nucléaire, par exemple. Mais ce sur quoi je voudrais vraiment insister ici, ce sont les changements d'énergie liés au changement d'état. Oui, le passage d'un état à l'autre va s'accompagner d'un changement d'énergie thermique. Je pense que tu t'en souviens, mais faire fondre de la glace, ça coûte de l'énergie. Et idem, faire bouillir de l'eau, ça coûte de l'énergie. Ou même le processus d'évaporation qui a lieu à température ambiante, tu t'en rends compte quand tu sors du bain, d'une douche ou d'un lac ou de la mer, en fait si tu sors de l'eau et que t'es trempé, tu commences très vite à avoir froid. Parce que les gouttes d'eau sur ta peau, exposées à l'air ambiant, vont commencer à s'évaporer. Et cette évaporation coûte de l'énergie. Où est-ce que les gouttes vont trouver cette énergie thermique pour s'évaporer alors? Dans leur environnement direct, notamment ta peau, qui va donc se refroidir. Donc aller de gauche à droite sur ce schéma, c'est endothermique, ça coûte de l'énergie. Et évidemment, à l'inverse, si tu vas de droite à gauche, le processus va libérer de l'énergie. C'est un processus exothermique. Tu t'en rends peut-être moins compte d'ailleurs, mais lorsque l'eau se solidifie, elle libère de l'énergie thermique. Et lorsque la vapeur d'eau se condense, c'est une des formes de liquéfaction, même principe. De l'énergie est libérée. Ça vaut pour l'eau, mais ça vaut aussi pour tous les autres corps. Important à retenir donc, les changements d'état dépendent de la température et de la pression. Et les changements dans ce sens-ci sont endothermiques, ils coûtent de l'énergie, tandis que ceux dans ce sens-là sont exothermiques, ils libèrent de l'énergie.